Καλησπέρα σας, Σάββατο απόγευμα στο Βιβλιοβούλιο, στο τακτικό μας ραντεβού, στο κανάλι της Βουλής και έχουμε απόψε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε έναν μεγάλο συγγραφέα, πολύ αγαπητό στην Ελλάδα, τον Καρίλ Φερέ, ο οποίος βρίσκεται αυτόν τον καιρό στην Ελλάδα και έχουμε τη χαρά, όπως είπατε, να το φιλοξενούμε για το τελευταίο του μυθιστόρημα, το οποίο μόλις μεταφράστηκε και τυπώθηκε στα ελληνικά από τις εκδόσεις Άγρα και λέγεται «Ο Καβάγκο». Ο Καρίλ Φερέ είναι ένας συγγραφέας ο οποίος, θα τα πούμε βέβαια αναλυτικότερα μαζί του, γράφει για μέρη εκτός Γαλλίας πολύ συχνά, τα οποία επισκέπτεται ο ίδιος και μένει για μεγάλες περιόδους, και έτσι προκύπτουν συναρπαστικά μυθιστορήματα, τα οποία μας ανοίγουν και ορίζοντες γνώσεις για τόπους και μέρη τα οποία δεν γνωρίζουμε σχεδόν καθόλου. Monsieur Ferré, on est ravi de votre présence ici à notre émission dans la chaîne du Parlement. Vous êtes ici pour qu'on discute sur votre dernier livre qui s'appelle Au Kavango, et qui est un livre qui se passe, tout se passe en Afrique. C'est votre deuxième livre qui se passe en Afrique, si je m'abuse. Oui. Et là, c'est au Kavango, c'est une grande rivière qui traverse Angola, Namibie, si je ne me trompe pas. Et c'est aussi une histoire de la nature sauvage, de son exploitation. C'est une histoire policière aussi, mais c'est aussi l'histoire de l'exploitation de la vie sauvage en Afrique par des mafias, par des réseaux pas très légaux. Alors, c'était quoi votre... comment vous avez pensé à vous jeter dans cette aventure, parce que c'est une aventure pas seulement pour nous qu'on lit le livre, mais pour vous aussi qui vous avez visité les pays en question, et vous êtes resté longtemps, je crois. Ouais, assez longtemps, ouais. Bah, en fait, bon, déjà, moi, j'ai fait le tour du monde quand j'avais 20 ans, donc j'écrivais déjà. Donc pour moi, écrire et voyager, pour moi, c'est naturel. Et l'Afrique, c'est toujours particulier parce que voilà, c'est le continent d'où on vient, et spécialement la Namibie. En fait, les plus vieux squelettes qu'on a retrouvés des humains, enfin le chaînon manquant, c'est vraiment en Afrique australe. Donc on vient tous de Namibie et d'Afrique du Sud. Et quand on voit les populations locales, c'est assez... Enfin, moi, j'adore ça. Et ça fait 40 000 ans qu'ils vivent de la même manière. Donc nous, occidentaux, se retrouver dans des territoires où des gens vivent comme il y a 40 000 ans, c'est unique au monde. Donc ça, j'adore. Enfin, dans les déserts, en tout cas, pas dans les villes. Et depuis que je suis petit, en fait, quand j'étais enfant, moi, je voulais être tueur de braconniers. Parce que le braconnage, tuer des animaux sauvages, ça m'a toujours révolté. Et à 6 ans, quand j'ai vu un documentaire animalier où le dernier guépard d'Asie avait été tué par un braconnier, j'ai dit à ma mère, j'étais inconsolable, j'ai pleuré toute la nuit. Le lendemain matin, j'ai dit à ma maman, quand je serai grand, je serai tueur de braconniers. Donc c'est un peu mon rêve d'enfant que j'ai réalisé en allant en Afrique. Et c'est aussi parce que c'est un trafic. Comme l'écriture. Ouais, bah oui. En fait, pour moi, c'est une boucle depuis l'enfance, en fait. Oui, oui. Mais de toute façon, vous voyagez toujours avant d'écrire, ou en même temps que vous écrivez, je ne sais pas. Ouais, d'abord, je fais un premier voyage de repérage, on va dire, quoi. Un peu comme au cinéma, en fait. On vient repérer un peu les lieux, dire, bah tiens, je vais faire une scène ici, une scène là. On apprend des choses, en fait, pendant le voyage. Et après, je rentre en France. J'écris pendant un an et demi. Et j'écris je commence à écrire l'histoire, inventer les personnages, mais que j'ai vus déjà ou croisés dans mon premier voyage. Et après, je reviens sur place. Et là, en fait, j'ai déjà toute l'histoire en tête. Et là, je reviens sur les lieux du crime, un peu, quoi. D'accord. Donc là, c'est un voyage qui est... Autant le premier, c'est la découverte, et le second, c'est vraiment... je suis en immersion totale, je suis j'ai le cerveau qui bout dans tous les sens, et je suis en train d'écrire, en fait, mais debout. Oui. Alors, vous visitez 2 fois le pays. En général, c'est ça, ouais.
Et vous restez combien de temps la première fois La première fois, c'est plutôt 3 semaines ou 1 mois. Mais en fait, souvent, on me dit « Ah, vous êtes resté 3 ans sur place ?» Et je dis « Mais non, je ne suis pas resté 3 ans sur place, j'ai pas de permis de travail, j'ai une fille, j'ai un domicile en France. » Enfin, on s'expatrie pas comme ça tout le temps. C'est un peu trop compliqué. Puis je fais plein de choses à côté, des scénarios, etc. Mais en fait, quand on est écrivain et qu'on est en immersion dans un pays, en fait, toutes les minutes comptent. Et je suis pas en train j'écris pas sur place, hein, parce qu'on me dit, ah, vous écrivez sur place. Je dis, ben non, si j'écris, je vais voir personne. Ouais. Donc sur place, c'est le seul moment de ma vie où j'écris pas. C'est quand je suis en voyage, quoi. Mais toute la journée, j'ai des rendez-vous, où je suis avec un fixeur, un journaliste, ou un guide qui est avec moi, qui me guide vers, qui me fait rencontrer telle et telle personne. Donc, je sais pas, des rangers, par exemple, ici, toutes mes rencontres, toutes mes journées, elles sont très très pleines. Et des fois, en 1 mois, en fait, t'as l'impression d'être parti 1 an. Oui. Dans votre livre d'avant, c'était la glace et Norilsk après. Là, ça serait dur d'habiter un peu Norilsk. Norilsk, c'est impossible. En fait, donc c'est une cité minière, oui, tout au nord de la Sibérie, au-dessus du cercle polaire, qui pollue. Enfin bon, c'est vraiment un enfer. Et il faut des tampons du FSB, les services secrets russes, pour pouvoir y aller. Alors moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir accès à ce fameux tampon. Mais j'avais le droit de rester 9 jours et pas un jour de plus. Ah oui. Et tous les gens que j'ai rencontrés là-bas, qui étaient des jeunes russes formidables et qui n'ont aucune envie d'aller se battre en Ukraine, hein, vraiment pas, pour eux c'est un cauchemar. Et on savait qu'on allait se voir une fois dans la vie et que je pourrais jamais revenir parce que c'était un peu exceptionnel. Oui. Mais là, c'était exceptionnel, quoi. C'était juste 1 semaine, mais c'était tellement dense que du coup, j'en ai fait un roman, quoi. Oui, très différent de tout ce que vous aviez fait jusque-là. Oui, oui, c'était impressionnant, vraiment. Et il y a cette ville qui est bâtie sur la glace. Et peut-être avec le changement climatique, va avoir des problèmes. Il fait déjà moins 60 degrés l'hiver, moins 60, c'est des températures folles, en fait. Ouais. Et donc eux, c'est très russe, hein, en fait. Ils ont tout en pire. Le plus froid, le plus pollué, le plus... il fait nuit la moitié du temps. Il y a des tempêtes 150 jours par an, des tempêtes de blizzard épouvantables, quoi. Mais comme c'est des Russes, tu vois, et ça c'est des hommes, en fait, donc il y a une fierté russe. Et ils sont pas du tout, en tout cas moi les jeunes que j'ai rencontrés, les jeunes mineurs et leurs femmes, ils n'étaient pas du tout dupes de Poutine. Poutine, mafia, tout ça, ils savent très bien ce qui se passe. Hein. Oui. On a beau les désinformer toute la journée, ils sont pas idiots. Ils ont Internet. D'ailleurs, ils font plein de blagues. Enfin, mes amis russes, quand je suis resté 1 semaine, j'ai écrit un récit de voyage, et comme il me manquait, je dis bon, j'ai écrit un roman. Et donc, c'est eux qui sont devenus mes espions. Toute la journée, ils m'envoyaient des vidéos ou des interviews qu'ils faisaient pour moi sur place. Ah oui. C'était vraiment génial. Et encore aujourd'hui, hein, c'était il y a 5 ans, ils m'envoient toutes les semaines, ils m'envoient des trucs, et souvent c'est des blagues. Parce qu'ils sont très drôles, les Russes. En fait, c'est pas du tout l'image qu'on en a. Hein. Non, c'est l'humour. Bah oui, parce qu'en fait, tout est horrible autour d'eux. Ouais. Donc, si t'as pas d'humour, tu peux pas survivre, en fait, quoi. Et c'est cet humour aussi, la culture et l'humour qui les fait vivre. Et c'est vraiment étonnant, quoi. Et qu'est-ce qu'ils racontent sur la guerre? Ils racontent... Sur la guerre, ils veulent juste pas y aller, en fait. Ouais. Ils veulent absolument pas y aller, quoi. Mais ils savent très bien que tous les produits russes, par exemple, on a fait un embargo sur la Russie. Ouais. Et en fait, c'est super pour les Russes. Enfin, non, c'est super pour le pouvoir. Parce qu'avant, ils avaient des pommes pourries que personne ne voulait. Des pommes, des poires, des tomates, peu importe. Elles étaient importées de Pologne ou de France, et c'était des bonnes tomates, quoi. Mais là, comme il y a l'embargo, il n'y a plus de tomates et il n'y a plus de pommes, donc ils sont obligés de manger les pommes et les tomates russes. Mais ils savent qu'en Russie, tout se vole. Tout se vole. J'ai vu des fois, ils m'envoient t'as un pont, il en manque un bout. Donc il y a des gens, ils volent un bout de pont. Je ne sais pas pourquoi en faire, hein, de la ferraille peut-être. Et comme tous volent, ils savent que tous les produits russes, ils sont pourris. Donc ils disent, ouais, super, merci les gars. Maintenant, on bouffe de la merde. Parce que les produits russes, c'est nul. En fait. C'est normal parce que il fait froid. En plus, ils ne peuvent pas avoir de tomates. Ouais, il y a quand même, c'est tellement grand la Russie que... Oui, c'est vrai. Bon, oui.
En revenant à notre livre aujourd'hui, au Kavango, c'est une histoire policière, il faut le dire, aussi. Et c'est le trafic des cornes, surtout des rhinocéros, qui est un commerce illégal, bien sûr, qui est énorme, non? Qui est d'une valeur exorbitante. Bah, la corne de rhinocéros vaut plus cher que l'or, au kilo. Oui. Déjà, on pose ça comme... ah bon, tiens... Oui, c'est fou. Bah ouais. Oui. Mais c'est absolument révoltant, parce qu'à la fois, c'est le capitalisme dans sa sauvagerie la pire. C'est-à-dire que le capitalisme, en gros, plus c'est rare, plus c'est cher. Oui. Et comme les rhinocéros, il n'y en a pas beaucoup, du coup, ça vaut très cher. Et puis, plus ils se font tuer, plus ça vaut cher. Et moins il y en a, plus la corne vaut cher. En fait. Mais pourquoi il y a cette demande, en fait? Oui, c'est ça. D'où elle vient, en fait? Et je ne vais pas faire de racisme primaire, mais c'est comme ça. En Chine, dans la pharmacopée chinoise, il y a plein de vertus, mais il y a aussi des croyances stupides qui disent que la corne de rhinocéros, si tu la mets en poudre, ça va soigner l'impuissance, l'érection. C'est toujours des trucs sexuels et que pour les hommes. Hein. C'est jamais pour le plaisir féminin, hein, par ailleurs. Hein. C'est toujours pour les hommes. Et la corne de rhinocéros, comme elle est comme ça, ils se disent, oui. Comme ça, je vais bander plus fort. C'est quand même complètement idiot. Mais ça marche. Enfin, ça marche pas. Parce que, en plus, la corne de rhinocéros, c'est de l'ongle. C'est la kératine, c'est de l'ongle. Oui. Si vous rongez les ongles, vous n'allez pas vous mettre à bander de 50 cm, hein, ça va marcher, quoi. Mais il y a des gens qui y croient, en fait. Et donc, du coup, il y a tout un trafic qui fait qu'il y a il y a une bourse phonique à Hong Kong, qui est illégale, hein, c'est comme sur le Darknet, en fait, qui donne une bourse, combien vaut une girafe, combien vaut une corne de rhinocéros, et c'est toujours, dans la pharmacopée chinoise, c'est toujours des griffes de tigre ou des testicules de tigre, que des trucs très très virils. En fait, d'accord. Mais tout ça, c'est encore pour des complexes. C'est des complexes en fait qu'ils ont. Et ils veulent avoir des grosses bites. Oui. Et c'est que la Chine qui demande. C'est dans l'Ouest, c'est la grosse demande, les Chinoises. Mais il n'y a pas que ça aussi. C'est qu'il y a aussi des gens en Amérique, par exemple. Il y a plus de tigres en cage en Amérique que des tigres en liberté dans le monde. C'est absurde. C'est absurde. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a des gens en fait qui sont heureux, enfin qui sont fiers d'avoir une cage avec un tigre chez eux, je sais pas, au Texas, pour prendre un état de débile, et dire moi j'ai un tigre. Et c'est la même chose, hein, ça veut dire j'ai une grosse bite. C'est quand même, on est à un niveau quand même très très bas. Mais ça crée tout un trafic et une mafia qui va en Afrique. Et les braconniers, avant, les braconniers c'était, on imagine, moi quand j'étais petit, je lisais des livres, etc. T'avais le petit villageois noir qui était avec sa lance pour essayer de tuer un lion ou qui braconnait un truc comme ça. C'est fini. Maintenant, le trafic, les tueurs qui viennent, les braconniers, ce sont des gens de chez Wagner ou des mercenaires de toutes les guerres africaines. C'est des tueurs professionnels, en fait, oui. Et qui viennent tuer un Tchétchène ou un rhinocéros. Pour eux, c'est juste de l'argent, en fait. Donc il n'y a aucun... Enfin, c'est vraiment c'est un trafic mafieux, c'est le 3e trafic au monde, hein, ça génère des dizaines de milliards de dollars par an. Donc c'est un trafic qui est énorme et dont on ne parle pas trop. On parle souvent de la drogue, du trafic humain ou des armes, mais pas trop des animaux sauvages, alors que c'est un trafic qui est énorme. En fait. Oui, c'est le 3e après le trafic de drogue et de quoi d'autre en fait, ça doit être des armes, sans doute. Des armes, sans doute, oui. Il y a tellement de guerres, en fait, que... Oui. Et là-bas... bien sûr, il y a aussi une guerre dont vous parlez. C'est une ancienne guerre en Angola qui joue un rôle important. Complètement, parce qu'en fait, j'ai un ami qui a vécu en Afrique du Sud, français, il m'a parlé de cette guerre, en fait. Et il y a une guerre en Angola entre je vais faire assez vite parce que c'est assez compliqué, mais enfin, en gros, il y avait l'Afrique du Sud de l'apartheid, en fait, qui avait envahi la Namibie, qui avait pris la Namibie avec eux. Et en Angola, c'était les Portugais, c'était une colonie portugaise qui a été socialiste. Les Cubains sont venus, armés par les Russes. Donc en fait, c'était la guerre États-Unis-Russie à travers les Cubains et les Sud-Africains. D'accord. Et
ce qui est le plus absurde, bon, toutes les guerres sont absurdes, mais là, ils se battaient en pleine jungle, en pleine brousse, au milieu des girafes, des éléphants. Donc ils arrivaient avec leurs tanks, leurs canons, et ils se tiraient dessus en tuant plein de girafes, de zèbres, de lions. Une guerre en pleine savane. Enfin, je trouve ça... Là, c'est complètement idiot. Mais comme il y avait beaucoup d'éléphants, en plus les éléphants sont très sensibles des oreilles, donc tout ce qui est guerre pour eux c'était horrible, donc ils fuyaient en troupeau dans les mêmes endroits, ils se faisaient tuer, et ça faisait beaucoup d'ivoire. Parce qu'ils étaient morts en fait, quoi. Ouais. Et du coup, trafic d'ivoire. Et là, il y a eu un trafic monstrueux en Angola, en fait, autour de l'ivoire, des animaux tués pendant la guerre. Et là, je trouve ça... Là, on touche le fond de l'humanité, en fait. Et du coup, j'en parle dans le livre, parce qu'il y a toute une histoire que je ne vais pas révéler, mais à travers le personnage qui a traversé ces guerres, en fait. Ce qui est aussi impressionnant, c'est les parcs. Les parcs... il y a des parcs publics, mais il y a des parcs privés aussi. Hein. Ça, c'est... Et qui attirent un tourisme fou. De riches, sans doute. Plutôt, oui. Mais en fait, les animaux, il n'y a plus que 4% d'animaux sauvages à vivre sur Terre. Les autres, ils sont tous ou dans des zoos, ou c'est des vaches qui sont dans des camps de concentration qu'on appelle abattoirs. Donc déjà, ils sont très peu nombreux. Et en fait, au 19e siècle, quand on a découvert l'Afrique, je dis on, c'était les Maharajas, les rois, etc., quand ils ont découvert l'Afrique, ils ont dit « Ah, c'est magnifique, c'est le Kenya, tout ça, c'est splendide, il y a plein d'animaux. » Le premier réflexe qu'on a eu, c'est pas de visiter ça en disant « C'est magnifique », c'est « Ah non, regarde, un éléphant, on va tuer. Je vais tuer l'éléphant. » Donc ils ont ramené des trophées d'éléphants, de lions, etc. Donc en fait, ça a été... La découverte de l'Afrique, ça a été un génocide sur les animaux. C'est quand même l'humain, son premier réflexe, c'est quand même de tuer pour ramener chez lui, comme souvenir, une tête d'éléphant ou des trucs comme ça. Enfin, Et à force de les massacrer, on a fait des réserves. Au bout d'un moment, on s'est dit, mais en fait, il commence à y en avoir plus beaucoup. Donc on va faire des réserves. Les premières réserves animalières, en fait, elles ont lieu pour protéger, en fait, pour essayer de garder quand même des animaux sauvages, parce qu'autrement, on allait tous les tuer. C'est quand même le réflexe humain. Et comme il y a ces grandes réserves, il y a aussi, avec le morcellement, il y a plein de gens, ils se sont dit, tiens, je vais faire un business, j'ai un grand terrain, je ne sais pas quoi en faire, je vais mettre des animaux dedans, et puis à la fois ça les préserve quand même, et à la fois, du coup, je vais attirer ou des touristes, ça c'est le mieux, de l'écotourisme, ou des chasseurs de trophées, c'est-à-dire des gens qui viennent tuer. Et il y a très peu d'espace aujourd'hui. Il y en a un en Namibie, donc il y a des scènes qui se passent là-bas. Et pour moi, c'est le mieux. En fait, il y a des espaces où il n'y a pas de clôture. En fait, où les animaux, c'est pas des réserves non plus. Il y a tout un grand lieu qui s'appelle le Kounéné, qui est grand comme la moitié de la Grèce, ou peut-être la Grèce, où les animaux sont en liberté. Et les humains aussi. C'est-à-dire que si tu habites là, tu habites avec les animaux. Ça, c'est très rare. C'est très rare, quoi. Mais du coup, quand tu y vas, tu vas avec ta tente. Évidemment, il n'y a pas d'hôtel, c'est un désert, donc c'est très sauvage, c'est absolument magnifique, mais il y a peu de choses, quoi. Il y a quelques petits villages avec un peu d'eau, etc., où tu peux acheter à manger. Mais comme il n'y a pas d'hôtel, quand tu campes avec ta tente, tu mets ta tente quelque part près d'une rivière, en fait, quoi. Et les lions peuvent venir la nuit, les hyènes. Donc quand tu t'endors là, c'est le soir, tu es là, le bivouac. Tant qu'il y a du feu, c'est connu, les animaux viennent pas, mais une fois que le feu s'est éteint, tu vas dans ta tente, puis tu fais pipi avant. Parce qu'il faut pas. Ils chassent la nuit, donc le soir, mais quand tu t'endors et tu es là, t'entends, tu es là, puis ils peuvent venir te voir la nuit, quoi. Donc là, tu as un peu peur, mais au moins tu es à égalité avec les animaux. Et moi, j'adore ce sentiment. Parce que là, on est vraiment ensemble. Et il n'y a plus d'humains plus dangereux que l'autre. Là, on est ensemble. Vous l'avez fait? Vous avez bien sûr, dormi dans une tente? Oui, puis en plus, j'étais avec ma fille la première fois. Et elle disait, ah mais papa, je croyais qu'on dormait sur la Land Rover dans la tente. Et j'ai dit, mais le lion, il va grimper sur le capot de la voiture. Pour lui, c'est rien. Et j'ai dit, non, en fait. Donc on a un peu peur et tout, mais après, en fait, ils n'ont aucune raison de nous manger. En fait, c'est un tabou. On a peur. C'est le pire tabou des humains, c'est d'être mangé. Ça, c'est un truc qu'on ne supporte pas. C'est pour ça qu'on tue on voit un requin, faut le tuer. On voit une araignée, faut la tuer. Un serpent, faut les tuer. C'est le premier réflexe d'humain, en fait. Alors que
Le serpent, le requin, ils ont leur vie de serpent ou de requin, ils demandent rien à personne. Ils vont pas venir te manger comme ça. Les rafois, c'est toujours un accident, en fait. Et en plus, l'humain n'est pas bon. On n'est pas bon, en fait. Le goût. Ouais, non, on a mauvais goût, en fait. Et c'est pour ça que, comme ils nous mangent jamais, quand il y a un tigre, par exemple, qui mange un humain, bah souvent il faut le tuer parce qu'il prend goût. Et dit ah bah finalement ça se mange. C'est comme quelque chose où on dit ah ça n'a pas l'air bon. Les huîtres, par exemple, tu dis ah ça n'a pas l'air bon parce que c'est un peu visqueux, puis tu goûtes et là. Mais finalement, c'est bon. Après, tu prends l'habitude. Et après, je prends l'habitude, ouais. Oui. D'accord, alors, oui. Et cette région-là, c'est que la Namibie ou ça s'étend Ça s'étend, ouais. Oui, ça s'étend à d'autres pays. En fait, ce qui est merveilleux, c'est Nelson Mandela, qui pour moi est mon héros. Une intelligence vraiment supérieure. Ouais. Et Mandela, comme il est resté longtemps en prison, et il a eu le temps de réfléchir à 1000 choses, dont une certaine chose, c'était que comme il y a eu ces guerres des frontières, en fait, en Angola, il y a eu la guerre en Angola, mais bon, enfin, je passe les détails, mais il y a plein de frontières, de pays qui pouvaient être possiblement en guerre à cause d'un bout de territoire, etc. Et il s'est dit, ce qu'on va faire, parce qu'en fait, si on reste comme ça, il va y avoir des guerres entre l'Angola, l'Afrique du Sud, le Botswana, la Zambie, le Zimbabwe. Ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va faire une grande réserve sur toutes les frontières, pour qu'il n'y ait plus de frontières, en fait, une réserve pour les animaux, avec des corridors de migration, parce que les éléphants notamment migrent, et tout le monde migre, parce que tout ça c'est un très très grand désert, et le delta Okavango, c'est le seul fleuve au monde qui se jette dans la terre et pas dans la mer. Ce qui crée le delta l'Okavango, et aux saisons sèches, tous les animaux d'Afrique australe convergent vers l'Okavango pour trouver de l'eau. Et malheureusement, c'est aussi pour les braconniers, du coup c'est super parce que tous les animaux sont regroupés dans le même lieu. Ouais. Mais Mandela, il a eu l'idée, c'est pas lui qui a créé la CASA. La CASA, c'est donc c'est un acronyme de la réserve, c'est la plus grande réserve au monde en fait, qui va sur de Namibie, Angola, Botswana aussi, Zambie et Zimbabwe. Et donc c'est grand comme la Suède, en fait, c'est la plus grande réserve au monde. On n'en parle pas beaucoup, on parle toujours Serengeti, etc. Mais c'est la plus grande réserve au monde, avec des corridors de migration dans des différents pays. Comme ça, les animaux, ils n'ont pas de passeport. Ouais. Donc il n'y a plus de problème de frontières parce que c'est fait pour eux. C'est intelligent, ça. Hyper intelligent. Ouais. Hyper intelligent. Ouais. Oui, c'est une rivière qui n'est pas aussi connue que d'autres, peut-être. Au Okavango, bon, c'est une rivière connue, mais quand même, en tout cas, je crois qu'ici en Grèce, on n'est pas très doué à la géographie de l'Afrique du Sud, de l'Ouest, un peu l'Afrique profonde. On n'est pas très... Mais pardon, je vous coupe, mais c'est normal, vous n'avez pas eu de colonie. Oui. Vous avez été sympa en Grèce. Vous n'êtes pas venu comme la France, comme l'Angleterre, comme le Portugal, coloniser, exploiter l'Afrique. Nous, oui. Alors nous, on connaît bien, hein. Évidemment, on était en Algérie, on était au Congo, enfin, nous, on était partout. Enfin, que ce soit, en gros, les Français, ils ont été en haut, les Anglais en bas. L'Afrique australe, c'était plutôt été les Anglais. Mais ça part d'une démarche mauvaise. En fait. Ouais. Vous êtes resté chez vous, à fumer des clopes, à boire du raki. Oui. Enfin, de l'ouzo. Ou de l'ouzo, oui. Les deux. Ouais. Bon. Alors, il y a aussi un système un système policier un peu différent. Il y a les Rangers, là, qui s'occupe des réserves, c'est un peu c'est ça. Hein, et la police officielle n'a pas les mêmes, n'a pas toujours. C'est pas eux qui vont intervenir parce qu'il y a les rangers qui ont une relation avec les animaux beaucoup plus. Tout ça, c'est vrai, c'est comme ça qui est. Ouais, parce qu'en fait, moi je me suis arrangé dans le livre pour qu'on puisse, que ce soit les rangers qui mènent l'enquête, plutôt que la police, parce que ce qui m'intéressait, moi, c'était les rangers, en fait, les rangers et surtout les animaux, parce qu'en fait, les héros du livre, c'est les animaux. Les animaux. Même s'il y a une enquêtrice, il y a tous les codes du polar, on découvre un cadavre, mais comme on découvre un cadavre qui est soupçonné d'être un braconnier, enfin un pisteur, parce qu'en fait,
pour tuer un animal, il faut le trouver. Et depuis le temps qu'on les tue, ils se cachent. Donc souvent les tueurs, là, les tueurs débiles avec leurs fusils, ils arrivent d'on ne sait où, ils arrivent en Afrique, ils connaissent pas l'Afrique en fait, quoi. Donc ils vont pas trouver le territoire, ils vont pas trouver l'animal. Donc pour le trouver, il faut qu'il y ait un pisteur, et souvent c'est quelqu'un d'un village en fait, qu'on paye, on lui donne 500 € pour trouver un rhinocéros, et après c'est lui qui mène le tueur au rhinocéros. Parce que le rhinocéros, il se cache, en fait. Et puis ils nous sentent arriver de loin, enfin. Puis les mecs, ils arrivent avec leur hélicoptère, ils fuient, quoi. Et donc, dans le livre, on trouve un pisteur mort. Alors, normalement, c'est la police qui devrait, puisque c'est un homme, c'est la police qui devrait mener l'enquête. Et moi, ça m'arrangeait plus que ce soit une Rangers. Donc, comme il est soupçonné d'être un pisteur, du coup, ça concerne plutôt le braconnage, ça concerne plutôt les animaux. Et du coup, je l'ai mis dans une réserve privée, parce que comme ça permet de comment fonctionne une réserve privée. Et j'ai découvert plein de choses que j'étais totalement insoupçonné. Et parce qu'en fait, on voit les animaux, mais en fait, comment ça se gère, tout ça, en fait. À partir du moment où tu as des clôtures, faut voir la végétation, faut voir le nombre d'animaux qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a assez de végétation pour tel nombre d'animaux? S'il n'y a pas assez de végétation, il faut tuer des animaux pour que les autres puissent manger. Enfin, il y a tout c'est un vrai travail, quoi. Donc ça permet de parler de ça, et à la fois avec une enquête où on suit quand même, normalement on a envie de tourner les pages pour savoir ce qui se passe, quoi. C'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses sur les animaux là-dedans, dans votre livre. Et je voudrais vous demander, il y a toute une discussion aujourd'hui sur les animaux, on en parle beaucoup plus qu'avant, c'est vrai. Des fois, il y a même des débats politiques forts. Il y en a qui disent que c'est un peu trop, on ne s'occupe pas suffisamment des gens, on pense aux animaux plus qu'il faut peut-être, ou il faut penser aux animaux, mais comment vous trouvez cette... c'est quoi votre avis sur ce débat un peu? Mais il est grandement temps de penser aux animaux, parce que depuis le temps qu'on les massacre, il n'y a plus que les 4% d'animaux sauvages dehors. Donc au bout d'un moment, il y aura 3, 2, 1, et il y a un jour, si on continue, où il n'y aura plus d'animaux sauvages. Non seulement parce qu'ils sont tués par les braconniers, mais surtout, le pire, c'est qu'il y a de plus en plus d'humains. Donc les humains, et c'est normal, ils ont besoin d'une maison, donc ils repoussent les animaux, et au bout d'un moment, il n'y aura plus de place pour les animaux, on sera juste absolument partout. Et un monde sans animaux sauvages, c'est pas un monde. Pour moi, c'est pas un monde, c'est pas possible, en fait. On ne peut pas, tous les enfants rêvent d'animaux, tous les enfants ont des peluches avec des animaux, ou jouent des animaux, ça participe vraiment à notre imaginaire. Et si les seuls animaux qui restent, ils seront en prison, dans les zoos, une fois qu'ils sont dans les zoos, on ne peut plus les libérer, parce qu'ils n'ont plus de culture. Et ils savent plus du tout comment vivre, en fait, donc après c'est fini. Et ça, je trouve ça absolument révoltant. Et là, je suis en train d'écrire mon livre que j'écris en ce moment, parce que ça c'est mon livre précédent, ça parle de la mer, enfin des océans et des orques. Les orques, c'est des esprits supérieurs, en fait, et on est au tout début de la réflexion, on commence à comprendre comment pensent les animaux. Avant, ils étaient considérés comme des choses, ni plus ni moins, en fait. Ils ont une conscience qui est différente de la nôtre, mais qui est une conscience. Et alors, plus le cerveau est élevé, plus ça se rapproche de nous. Mais le comportement des orques, c'est absolument incroyable. Et je pense qu'ils sont plus intelligents que nous. Mais on est en train juste de découvrir le début, la communication, et eux, comment ils communiquent entre eux. Par exemple, les dauphins, ils sont comme nous. Quand ils discutent les uns avec les autres, et ils se parlent les uns sur les autres, ils se coupent la parole, comme font les hommes. Les femmes moins, mais bon, c'est autre chose. Mais les orques, en fait, quand ils discutent entre eux, ils commencent par un son précis, on va dire bonjour, Kalimala, et l'autre ne parle jamais par-dessus. Il envoie son message, et quand il a fini, il dit Kalimala, de nouveau, dans le genre à toi. D'accord. Et toi, ça c'est tout nouveau en fait. Donc on est plus respectueux que. On connaît rien des animaux. En fait. Nous. On connaît rien des animaux. Il faut qu'on les laisse vivre pour déjà voir comment ils fonctionnent et comment on pourrait vivre avec eux aussi. Oui, et vous avez raison parce que en plus il y a la mythologie, même la mythologie grecque de l'Antiquité, il y a des lions
Des taureaux. Dans la région. Il y a Hercule Il y avait à l'époque. qui fait un combat contre un lion. Oui. Ah ouais, mais encore une fois, on les a massacrés. Oui, il n'y en a plus. Mais on parle aussi beaucoup de nos jours des animaux, pas sauvages, des animaux domestiques, disons, oui. Il y a une autre discussion, c'est différent, oui, c'est différent. Mais ouais, mais c'est intéressant aussi. oui. Parce que tous les gens parce que souvent, en général, on dit ouais, les animaux, c'est une bande de débiles. En gros, ils connaissent rien, ils vivent toujours la même manière, etc. Ce qui est faux. Mais et les mêmes personnes, quand ils vont parler de leur chat ou de leur chien, alors c'est différent. Ah oui, non, mais lui, c'est. Ah bah lui, lui. Et des fois, ils sont stupides parce que le chien est plus important que l'enfant. Donc vraiment, il faut remettre un peu aussi les choses à leur place, quoi. Mais on voit bien, dans la communication animale, on voit bien quand tu as un chat ou un chien, quand tu parles avec lui, il te répond. Et tu sais très bien quand il veut sortir. Il donne des signes pour... Mais ce qui est marrant, c'est que les animaux, ils sont capables, les dauphins, les chiens, ils sont capables, surtout les singes, d'imiter, de comprendre des mots d'humains. Sortir, rentrer, jouer, balle, etc. quoi. Et nous, on les étudie et on est incapable de dire un seul mot. Un dauphin, un singe, etc. Eux, ils sont plus forts que nous pour les imiter. Ouais. Donc c'est déjà... Enfin, moi, ça me fait réfléchir. Et tu dis, mais c'est presque philosophique, en fait, quoi. Ouais. C'est quoi l'interaction entre les gens, en fait, et les êtres? Oui. On est habitué à dominer le monde, quoi. Mais ça, c'est l'Occident. Parce que quand tu vas sur les territoires, tu vas en Afrique australe, mais les Sioux, tous les gens qui vivent dans les forêts tropicales, tous les gens qui vivent, qui n'ont pas perdu le lien avec les animaux, eux, ils savent très bien comment ça fonctionne. Ils savent très bien comment fonctionne tout le biotope, autour d'eux. Et quand ils doivent tuer un perroquet ou je ne sais quoi pour le manger, ils savent que c'est pas trop grave de tuer celui-là, parce que de toute façon, il y en a d'autres qui sont là. Enfin, ils savent complètement gérer l'écosystème. Et eux, ils n'ont pas perdu le lien avec les animaux. C'est nous qui l'avons perdu, en fait. Ouais. Les Chinois ils ont quelle relation vous avez avec les animaux? Sont un peu... c'est pas que les Occidentaux, je pense. Il y a, je sais pas, en Asie... Ben, ils ont aussi des aires de préservation, parce qu'ils sont pas idiots. Il y a pas, je vais certainement pas dire, il y a les méchants Chinois contre les gentils autres. C'est juste des croyances qui sont archaïques. Oui. Mais c'est ambigu. C'est-à-dire que souvent ils demandent. Mais celui, on est pareil, nous, en fait. Une fois qu'on a plus d'animaux chez nous, parce qu'on les a tous tués, on demande aux autres de les préserver. Et en Afrique, souvent ils nous disent, mais vous êtes gentils là, vous êtes parce que toutes les réserves, tout ça, les grands parcs et tout, c'est financé par les blancs, les occidentaux, parce que l'argent c'est nous qui l'avons, et puis comme on a été chez eux, on les a pillés, etc. Donc c'est nous qui gérons un peu. Alors il y a quand même des gens sur place, mais c'est quand même l'Occident qui gère un peu tous ces grands parcs, qui fait venir souvent des occidentaux pour venir faire des safaris photos, etc. Donc ça c'est un business qui nous concerne, et on dit aux Africains, il faut absolument préserver les girafes, les lions, les machins, etc. Et souvent, quand on dit aux autochtones, vous dégagez. Vous sortez de là, parce que là, on va faire une réserve. Et donc, ils sont là, mais t'es gentil. Moi, j'habite là depuis toujours. Et tu me dis, tu me dégages parce que les animaux, c'est plus important que nous. La réponse, c'est oui. Oui, c'est plus important que vous. Donc, c'est parce que c'est des Africains. Donc c'est pas grave. Donc eux, ils sont déplacés, en fait, et tout ça pour que nous, on vienne les voir. Et quand ils voient ça, ils nous disent, ah ouais, mais vous, si on demandait, dès qu'il y a des loups, là il y a des loups qui viennent en Europe, ou un ours, en fait, oh, il y a un ours dans la région, ou il y a des loups, il faut les tuer, ah non, pas les tuer. Et souvent, en fait, pour garder un ours, si on avait la même logique, les Africains diraient, j'imagine bien des gens d'Afrique qui diraient en Grèce, bon, il y a des loups qui arrivent en Grèce, donc, toute la moitié, tous les Grecs, vous partez, parce que nous, on a envie d'aller voir des loups là-bas, quoi.
ça va pas. Enfin, Ça va pas, il oui, n'y a bien pas du sûr. tout de réciprocité. Oui. Donc les Africains, ils sont un peu énervés quand on leur parle de ça, quoi. Et ils ont raison. Oui. Ben oui, ils ont raison. En plus, on fait pas que des réserves d'animaux. On fait maintenant, on rembourse même des zones pour les émigrés en dehors de l'Europe. Oui. Ben oui. C'est un peu la même logique. Ouais, Hein, c'est vrai. un petit peu. Ouais, complètement. Ouais. Ouais. Bon, Caril Ferré, je voudrais vous remercier de votre présence ici. Je pense que vous avez dit des choses très intéressantes pour le public grec. Et je sais que vous avez des fans, des lecteurs qui vous suivent en Grèce aussi, comme dans plein de pays d'ailleurs. Ouais, mais non, mais vous savez pourquoi? C'est parce qu'en fait, quand Mapuche est sorti, qui se passe en Argentine, ça parlait de la crise argentine, qui est la même crise systémique, capitaliste, que vous étiez en train de subir à l'époque, dans les années 2010. Oui. Et ça a fait écho, en fait. Et parce que souvent, on me dit, ah, ouais, avec l'appropriation culturelle, le fait que je sois français et que je parle des Mapuche en Argentine, ou au Chili, ou de l'Afrique australe, je ne suis pas légitime, parce que je ne suis pas noir, ou Mapuche, ou indien, etc. Et bien les Grecs, ça a pas été un problème pour vous, parce que je pense que la crise argentine a fait tellement écho avec la crise que vous avez subie, que du coup, se dit, ah bah ouais, ça parle de nous. Bah oui, un romancier, ça parle des autres, en fait, quoi. Bien sûr. Et depuis, vous m'êtes resté fidèle. C'est pas mal, ça. Ben oui, merci les Grecs. Lev Kalisto. Merci à vous. Merci à vous. Πριν από πολλά, μα πάρα πολλά χρόνια, 40, ίσως και περισσότερο, είναι μόλις που έχω αρχίσει να γράφω σημειώματα. Ο Θεός να τα κάνει εκείνη την εποχή, αλλά σημειώματα κριτικά στο περιοδικό το ΜΕΣ, το οποίο εξέδεε ένας ποιητής της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, ο Δημήτρης Ζούκαρης. Εκεί λοιπόν, στα γραφεία του, άρχισα να ακούω το όνομα του Θάνου Σταθόπουλου. Ο Θάνος Σταθόπουλος έγραψε ένα βιβλίο το οποίο θέλω να σχολιάσω απόψε. Ο τίτλος του είναι «Η επίσκεψη του εαυτού μου στις 6:30» και ο εκδότης είναι ο Ίκαρος. Τότε λοιπόν, στη δεκαετία του 80, όλοι μιλούσαν, όλοι οι μεγαλύτεροι, αλλά για τη γενιά μας τότε όλοι ήταν μεγαλύτεροι, όλοι οι μεγαλύτεροι λοιπόν μιλούσαν για την ποιητική του τέχνη. Είχε ξεχωρίσει δηλαδή με έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Στα χρόνια που πέρασαν, ο Σταθόπουλος έβγαλε 5 ή 6 μόνο βιβλία, είναι δηλαδή συνειδητός ολιγογράφος και τώρα είναι αυτό για το οποίο θέλω να μιλήσω. Τι είναι το περίεργο στο Σταθόπουλο? Δεν μπορεί να τον πει κανείς ακριβώς ποιητή, ούτε όμως μπορεί να τον ονομάσει πεζογράφο. Επίσης υπάρχουν στοιχεία δοκιμίου στο βιβλίο του, ούτε δοκιμιογράφος είναι. Όλα αυτά, και το πεζό, και η ποίηση και το δοκίμιο λειτουργούν μέσα στα κείμενά του ταυτοχρόνως για να φτιάξουν ένα αποτέλεσμα το οποίο έχει να κάνει με το πώς είναι ο συγγραφέας, ποιο είναι το εγώ του συγγραφέα, ποιο είναι το εγώ του ανθρώπου, πώς είναι ο χώρος, πώς είναι η σχέση του ανθρώπου με τη μοναξιά του ή με τον περίγυρό του, ζητήματα δηλαδή κατά βάση υπαρξιακά ή στενότερα καλλιτεχνικά. Τα θέματα όμως αυτά τα διαπραγματεύεται με έναν τρόπο ο οποίος φέρνει πολύ κοντά την πεζογραφία με την ποίηση. Έχουμε και άλλα παραδείγματα τέτοια στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Το ένα είναι ο Δημήτρης Καλοκύρης, το άλλο είναι ο Κώστας Μαυρουδής. Δηλαδή κάνουν ποίηση γράφοντας πεζό. Με μια διευκρίνηση για κάτι το οποίο έχω επαναλάβει πολλές φορές με διαφορετικές αφορμές. Το κάνω ποίηση γράφοντας πεζό δεν σημαίνει ότι κάνω ένα πεζό το οποίο ποιητικίζει, το οποίο έχει ωραίες εικόνες, ωραίες λέξεις και ρομαντικά τοπία. Γράφω πεζό τηρώντας όλους τους κανόνες της πεζογραφίας, αλλά κάτι στον τόνο μου, στη θεματολογία μου, στο φωτισμό των προσώπων μου με πάει, πηγαίνει τον αναγνώστη, σε μια ατμόσφαιρα μέσα στην οποία καταλαβαίνει ότι λειτουργεί
Από τη μία στην πραγματικότητα και από την άλλη στη φαντασία. Αυτή η φαντασία και ταυτόχρονα ο πολύ ακριβής, πολύ συγκεκριμένος, πολύ καθαρός και πολύ απέριτος λόγος του Θάνου Σταθόπουλου δίνει χαρακτηριστικά πολύτροπα. Τον απολαμβάνουμε, παρακολουθούμε τη σκέψη του, περιμένουμε την εξέλιξη της πλογής και κάποια στιγμή όλα αυτά ανατρέπονται. Και αυτός ο ευνηδιασμός, αυτή η ικανότητα για ανατροπή της προσδοκίας του αναγνώστη και ταυτόχρονα ο λόγος ο οποίος είναι τόσο με κρυστάλλινο τρόπο διατυπωμένος και εκπεφρασμένος, δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που σημαίνει πως όταν κάποιος αναγνωρίζεται στη νιώτη του, κάτι έχει συμβεί, δεν είναι τυχαίο. Και αυτό ήθελα να πω λέγοντας τη μικρή ιστορία της αρχής. Ένα βιβλίο κομψό, λεπτό και πολύ, με πολύ γούστο και ευαισθησία φτιαγμένο. Και ταυτόχρονα χαμηλόφωνο, όχι καταγγελτικό, όχι ιδεολογικό. Πηγαίνουμε να δούμε τις καινούριες κυκλοφορίες με τη Σταυρούλα Παπασπύρου. Σταυρούλα, γεια σου. Γεια σου, Μανώλη. Και βλέπω ξεκινάς με τον Σωτήρη Δημητρίου. Τον πολυγραφότατο πλέον Σωτήρη Δημητρίου. Ναι. Μετά από τη Μαρίνα Τζάφα. Ναι. Και τον Ουρανό. Σωστά. Τώρα που ήταν και μεγάλα. Που ήταν μεγάλα βιβλία. Τώρα βγάζει ένα πολύ μικρό βιβλίο, γραμμένο με ίστρο και τίτλο «Αντιπαθητικές λέξεις». Εκδόσεις Πατάκη. Και είναι μια ανατομία των γλωσσικών μεταλλάξεων που συνέβησαν από το 2015 μέχρι σήμερα. Των νεολογισμών, που όμως εκφράζουν νοοτροπίες. Δηλαδή η γλώσσα δείχνει και πώς σκεφτόμαστε και επηρεάζει και το πώς σκεφτόμαστε συνέχεια. Και εδώ κάνει μια πολύ με δηλητηριώδες χιούμορ, μια περιήγηση σε αυτό το γλωσσικό χάλι που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια, όπως δημιουργείται κάθε εποχή, έτσι. Κάθε εποχή με τη γλώσσα της, έχοντας στο στόχαστρο την ανίερη συμμαχία σοσιαλιστών και εθνικιστών, όπως την παρουσιάζει. Δεν θα δούμε πουθενά μέσα στο βιβλίο ονομασία πολιτικών αρχηγών, κομμάτων, δεν έχει τέτοια πράγματα, αλλά όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι η Σιριζανέλ στο στόχαστρο και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον κατά την περίοδο διακυβέρνησής τους. Λοιπόν, αντιπαθητικές λέξεις είναι οι λέξεις που θέλει να τις βάλει σε ένα καλάθι και να τις πετάξει στάχρηστα. Θα σας πω μερικές. Παράδειγμα, αλληλέγγυες κοινότητες, συντροφική απεύθυνση, δράσεις, γενικά οι δράσεις, παράλληλες, περιβαλλοντικές, στοχευμένες, ό,τι έχει με δράσεις. Διακύβευμα, καλή απόλαυση, καλή συνέχεια. Καλά, το καλή απόλαυση. Καλή θέαση. Αυτά, σου λέω εκφράσεις. Ναι. Συμπεριληπτική. Πρόσημο, νοηματοδότηση, συστημικός, πεδίο, μικιό. Τι δεν καταλαβαίνεις, ψυχασμένος. Εθνομηδενιστές, αφήγημα, αυτοαναφορικότητα. Όλα αυτά τα βάζει στον κάλαθο των αχρήστων. Επειδή έχει μια ευφυΐα, τη λέξη ακροκεντρός την κρατάει, δεν την πετάει. Το πολιτικά ορθό, επίσης, μάλλον τις βάζει στο καλάθι με δισταγμό. Εκείνες που κρατάει είναι προοδευτικός. Είναι πιο παλιά, ναι, όμως αυτή δεν είναι καινούργια. Από απικιοποίηση, διαχρονική. Αναρχοαυτόνομη, αλλά χωρίς ταμπάχαλο, αν γίνεται. Και το βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτές τις λέξεις τις κρατάει χωρίς ενδιασμούς ο ίδιος ο αφηγητής. Λοιπόν, είναι μια διακομώδηση μιας ολόκληρης κατάστασης με πολύ πικρό χιούμορ, όπου βλέπεις ότι τίποτα δεν είναι αθώο. Δηλαδή η δημιουργεί κουλτούρα, η κουλτούρα δημιουργεί δράση, και ας την αντιπαθεί αυτή τη λέξη. Και είναι ένα υβριδικό βιβλίο μεταξύ δοκιμίου δηλαδή και αφηγήματος. Θυμίζει το Αποροφόρα της Αθήνας, έχει γράψει και άλλα βιβλία παρόμοια ο Σωτήρης Δημητρίου, και βλέπεις ότι η δουλειά του είναι οι λέξεις. Είτε πρόκειται για τις λέξεις που πήρε από τα πάτρια εδάφη, η γλώσσα της μάνας του, είτε είναι η γλώσσα
που ακούει γύρω του, αυτήν ανατέμνει, μελετά και αναλύει. Θα σου πω κάτι που σκεφτόμουν έτσι όπως το κοίταζα. Προφανώς δεν μπορείς να επιβάλλεις σε μια κοινωνία να γυρίσει τη γλώσσα πίσω, δηλαδή να πας και να μιλάνε όλοι πάλι αρχαΐζουσα, αλλά δεν μπορείς να επιβάλλεις και να πάει μπροστά. Δηλαδή η γλώσσα κινείται με τους ρυθμούς της. Και θα ξεράσει τα περιτά. Ναι, θυμάμαι, ας πούμε, όχι τώρα, τη δεκαετία του 80-90, μερικοί χρησιμοποιούσαν τη λέξη κοντοπρόθεσμα, ας πούμε, αντί για βραχυπρόθεσμα. Δεν πέρασε αυτό, δεν έμεινε. Άλλες λέξεις όμως, όπως αναδόμηση αντί για ανασχηματισμός ή οι θεσμοί αντί για την τρόικα, με έναν τρόπο επιβάλλονται. Ναι, φυσικά. Άμα χρησιμοποιούνται από τα μέσα ενημέρωσης, από τις εφημερίδες, δηλαδή. Φυσικά. Γι' αυτό το διακύβευμα έχει χυθεί μελάνη, γιατί είναι πολλοί που δεν τους αρέσει η λέξη. Πάντως στην ουσία δεν τα βάζει μόνο το ρήμα διακυβεύομαι. Ναι, δεν τα βάζει με τις λέξεις, τα βάζει με συμπεριφορές και νοοτροπίες ο Σωτήρης Δημητρίου. Δηλαδή όλη αυτή η woke κουλτούρα και οι υπερβολές της είναι στο στόχαστρό των δικαιωματιστών, ας πούμε. Ναι. Ή επίσης οι φιλόζωοι είναι στο στόχαστρό του όταν κάνουν υπερβολές και εκείνοι. Δηλαδή διακομωδεί και συμπεριφορές. Γιατί η γλώσσα αυτό νοηματοδοτεί. Ναι, και υπάρχει και ιδεολογικό στοιχείο εκεί από πίσω. Βέβαια. Σε όλες τις χρήσεις τις γλωσσικές. Και πάμε τώρα σε ένα αριστούργημα. Μπάρμπαρα Kingsolver, Demon Copperhead, σε μετάφραση Κατερίνα Σχοινά, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Είναι το βιβλίο που πήρε το Pulitzer λογοτεχνίας το 2023 και είναι ομολογημένα μία σύγχρονη μεταφορά του David Copperfield, του Dickens, στο σήμερα. Και λέω, τι ωραία, είχαμε παρουσιάσει τη μοναδική ελληνική ολόκληρη έκδοση του David Copperfield πριν από λίγους μήνες. Το είχα πρόσφατο δηλαδή που το είχα διαβάσει. Και όντως είναι μια σχετικά πιστή μεταφορά ως προς τη δομή και αυτά που συμβαίνουν μέσα στο βιβλίο. Διηγείται εδώ με πάρα πολύ ωραίο τρόπο και με συμπόνια και με χιούμορ και με καυστικότητα τη ζωή ενός παιδιού που κατάφερε να επιβιώσει μέσα σε συνθήκες πάρα πολύ αντίξωες. Ένα παιδί χιλμπίλης, θυμάσαι εκείνο το βιβλίο, το τραγούδι του Χιλμπίλη, το είχαμε παρουσιάσει και αυτό παλιά. Οι χιλμπίλιδες είναι οι κάτοικοι των Απαλλαχίων, μετανάστες από Ιρλανδούς κυρίως, σε μια περιοχή στη Βιρτζίνια, όπου υπάρχει αγροτική οικονομία ακόμα, ανταλλακτική οικονομία, τρώνε αυτά που φυτεύουν, σκοτώνουν τα ζώα τους και τρώνε το κρέας τους, ανταλλάσσουν μεταξύ τους αγαθά. Είναι εκτός του καπιταλιστικού δηλαδή πεδίου του αμήλικτου και είναι επίσης και εκεί που βρίσκονται τα λευκά σκουπίδια, έτσι τους αντιμετωπίζουν τους κατοίκους αυτής της περιοχής. Είναι κοκκινομάλιδες, οι περισκοκκινόσβερκοι. Είναι άνθρωποι που έχουν υποστεί πάρα πολύ την κρίση με τα οπιούχα παυσίπονα που διατέθηκαν αφιδώς στην Αμερική μια περίοδο και προκάλεσαν εθισμό στους χρήστες τους και μια ολόκληρη γενιά πήγε χαράμι καταναλώνοντας αυτά τα χάπια. Λοιπόν, και αυτό το παιδί είναι ορφανό, το έχει φέρει στον κόσμο μια μάνα ναρκωμανής που μπαινοβγαίνει σε κέντρα απεξάρτησης και το παίρνουν όταν πεθαίνει το παιδί οι δημόσιες υπηρεσίες και το δίνουν σε ανάδοχες οικογένειες, όπου είναι μια φρίκη, γιατί εκεί υπάρχει και μια βιομηχανία αναδοχής, γιατί αποτιμάται σε χρήμα το να πάρεις ένα παιδί και να το μεγαλώσεις και πολλοί το κάνουν για να επιβιώνουν οι ίδιοι. Δείχνει λοιπόν πώς αυτό το παιδί περνάει από διάφορες ανάδοχες οικογένειες, τι γνωριμίες κάνει, πόσο ρόλο παίζουν στη ζωή του τα παιδιά που γνωρίζει κάτω από συνθήκες ακραίας φτώχειας, με δουλειά να μαζεύει τα σκουπίδια, δηλαδή σε χωματερές μέσα να εργάζεται από 10 χρονών και πείνα, το αίσθημα της πείνας να είναι πάρα πολύ έντονο πάνω του, μέχρι που απευθύνεται σε μια παλιά συγγένη και βρίσκει τρόπο να τον υιοθετήσει ένας προπονητής φούτμπολ. Και αυτό το παιδί έχει ένα χάρισμα, είναι πολύ καλός αθλητής και διαπρέπει και γνωρίζει και μια σύντομη λάμψη έτσι στη ζωή του, αλλά ένα ατύχημα τον γονατίζει
και παίρνει αυτά τα φάρμακα και εθίζεται σιγά σιγά. Λοιπόν, έχει όλη του τη ζωή και όλους τους ανθρώπους που γνώρισε μέσα σε αυτό το βιβλίο και πώς σιγά σιγά αυτό το παιδί καταφέρνει και επιβιώνει. Ενώ βυθίζεται όλο και πιο βαθιά στην εξάρτηση, κάποια στιγμή, χάρη σε 5-10 ανθρώπους που είναι οι φύλακες άγγελοι του, καταφέρνει και γίνεται επιτυχημένος κομίστας και καθαρίζει κιόλα. Έχει μια... και αυτό τον κάνει ήρωα. Γι' αυτό είναι ήρωας ο Ντίμον Κόπερχεντ. Έχει ένα σημείωμα στο τέλος η Μπάρμπαρα Κίνγκς Σόλβερ, η οποία έχει γράψει και ένα βιβλίο που είχε βγει από το Μελάνι κάποτε, η δηλητηριώδης βίβλος, και διαδραματιζόταν στο Κονγκό. Λοιπόν, έχει μια παράγραφο που θέλω απλώς να τη διαβάσω. Λέει, για ποιον έγραψε αυτό το βιβλίο? Για τα παιδιά που ξυπνούν πεινασμένα μέσα σε αυτά τα σκοτάδια κάθε μέρα, που έχουν χάσει την οικογένειά τους εξαιτίας της φτώχειας και των παυσίπονων εθιστικών χαπιών, για τα παιδιά που υπεύθυνοι για την περίπτωσή τους κοινωνική λειτουργή χάνουν και ξανακάνουν το φάκελό τους, για τα παιδιά που νιώθουν αόρατα ή εύχονται να ήταν. Παιδιά, αυτό το βιβλίο είναι για σας. Και πραγματικά, εντάξει, είναι για αυτά τα παιδιά, αλλά είναι και για μας, γιατί έχει τεράστια συναίσθηση μέσα. Και είναι ένας φόρος τιμής και στον Ντίκενς που πρώτος το έκανε. Για τη λέξη ενσυναίσθηση. Ο Δημητρίου μπορεί και να την αντιπαθούσε. Πάντως αυτό μην τρομάξει κανέναν ο όγκος του, γιατί πραγματικά κυλάει. Και βλέπεις και μια όψη της Αμερικής που δεν την... αυτή, που τους περιφρονούν οι πρωτευουσιάνοι αυτούς τους ανθρώπους και τους έχουν καταδικάσει στη μοίρα τους. Δηλαδή είναι τραγική κατάσταση. Ναι, ναι. Και βλέπεις πώς η λογοτεχνία μπορεί να αφήσει ένα αποτύπωμα πολύ γερό. Και πολύ γερό και πιο γερό και από την ιστορία. Δηλαδή όταν θυμάται κανείς το Dickens που έχει διαβάσει, αυτό του μένει. Ακριβώς. Από την εποχή του. Ακριβώς. Και είναι πολύ ωραία η δουλειά της ως προς τη διασκευή. Δηλαδή, σου λέω, έχει κρατήσει τα βασικά και έχει καταφέρει να προσαρμόσει τα ήθη μιας εποχής ολόκληρης, βρίσκοντας τα αντίστοιχα σήμερα. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει το εργοστάσιο, υπάρχει η χωματερή, υπάρχουν τα ναρκωτικά. Ο εθισμός είναι το μισό βιβλίο, μιλάει για τον εθισμό και για το αδιέξοδο στο οποίο οδηγούνται πάρα πολλοί άνθρωποι, εν ονόματι του κέρδους πάντα, έτσι. Έχει βρει τις σύγχρονες αντιστοιχίες σε αυτά που γνωρίζαμε. Πάρα πολύ, από τα πιο ωραία που διάβασα φέτος, έτσι. Μάλιστα. Και από τον έναν κομίστα θα πάμε στον άλλον τώρα, Φώτης Πεχλιβανίδης, ένα καινούριο χθες, από τις εκδόσεις Τόπος. Ο Πεχλιβανίδης είναι γραφίστας. Είναι αυτός που δίνει εικόνα στην Athens Voice, ας πούμε, τα τελευταία 20 χρόνια. Ξεκίνησε όμως ως κομίστας, την εποχή που έκαναν θράψη τα περιοδικά Βαβέλ και Παραπέντε, μιλάμε στις αρχές της δεκαετίας του 90, και για 2 χρόνια έδινε στην Ελευθεροτυπία ένα κόμικ τη βδομάδα, που σχολίαζε είτε την επικαιρότητα, είτε τα ήθη της εποχής κλπ. Αυτά ατόφια τα κόμιξ που είναι φτιαγμένα χειροποίητα με το πενάκι, το μαρκαδοράκι, το λευκό χαρτί, ούτε τεχνητή νοημοσύνη μέσα, ούτε κομπιούτερ, ούτε τίποτα, τα δίνει εδώ όπως δημοσιεύτηκαν και έχει έναν πρόλογο μέσα που τα διαβάζει ξανά με 30 χρόνια απόσταση. Ο πρόλογος είναι πιο επιθετικός από τα ίδια τα κόμικ, αλλά βλέποντας τα κόμικ αυτά, βλέπεις εν σπέρματι αυτά που μας κατακλείζουν σήμερα. Δηλαδή είναι η εποχή της ιδιωτικής τηλεόρασης και των προτύπων της που αρχίζουν να διαμορφώνονται, μοντέλα, ξέφρενες νύχτες, η κουλτούρα της πόλης, της Μητρόπολης και καλά, τα διέξοδα που έχουν οι νέοι, το σεξ, πολύ μεγάλο ρόλο παίζει. Τώρα αυτά μοιάζουν σαν προφητικά για αυτό που ζούμε σήμερα, που όλη η τηλεόραση είναι ένα πρωινάδικο, από το πρωί ως το βράδυ. Τα μοντέλα έχουν θρονιαστεί στις οθόνες μας. Ναι. Και οι κάλπιδες πολιτικοί, δημοσιογράφοι κλπ. Εκεί λέγονταν κάλπιδες, τώρα εδώ πέρα δεν ξέρουμε τι να πρωτοπούμε, ας πούμε. Και βλέπεις ότι και τα κόμικ ακόμα, ενώ τότε ήταν κάτι της pop κουλτούρας, ενός οργισμένου, μιας οργισμένης νεολαίας, σιγά σιγά και τα κόμικ μπήκαν στα πανεπιστήμια ως graphic novel πια. Τώρα οι κομίστες δεν έρχονται να δώσουν το αποτύπωμα της εποχής, παίρνουν έτοιμο υλικό, μυθιστορήματα,
Κλασικά, όχι βέβαια. πάντα, αλλά βλέπεις ότι και αυτό το έχει οικειοποιηθεί η καθεστική κουλτούρα, ας πούμε. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον είναι το εγχείρημά του και ο τίτλος του «Ένα καινούριο χθες» αυτό ακριβώς υποστηρίζει, ότι το χθες μπορείς να το δεις με μια φρέσκια ματιά σήμερα και να καταλάβεις καλύτερα σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Σταυρούλα. Και εσάς μαζί βέβαια που μας παρακολουθήσατε και απόψε. Γεια σας.